Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus afin d'évoquer un film britannique sorti ce mercredi en salle chez nous nationalement en France, mais attention, il était présenté au Festival de Cannes de l'année dernière. Il a mis du temps à arriver dans les salles obscures pour tout le monde, Le Jeu de la Reine ou en version originale Firebrand, adapté visiblement de façon assez libre d'une novélisation qui s'appelle en VO de Queen's Gambit. Alors, pas confondre du coup avec Le Jeu de la Dame, la série Netflix du même nom qui s'appelle en VO de Queen's Gambit. Comme quoi, au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Alicia Vikander qui joue la sixième et dernière épouse d'Henri VIII, Catherine Parr. Car oui, il s'agit d'un métrage historique qui prend peut-être certaines libertés quand même avec les faits réels. À ses côtés, justement, pour interpréter ce roi sanguinaire, nous avons le grand Jude Law, assez méconnaissable. On retrouve également Sam Riley, que je suis bien content de retrouver là, lui qui avait débuté au cinéma dans le rôle de Ian Curtis pour le biopic Control. Il joue Thomas Seymour, tandis que le frère Edward Seymour est joué par le très connu Eddie Morrison, sans oublier Simon Russell Beale qui joue Stephen Gardiner, le conseiller religieux, l'évêque de Henri VIII, et Erin Doherty dans le rôle de Anne Askew qui va mettre le feu un petit peu à certaines choses, puisque Firebrand, ça évoque l'étincelle, qui va être en fait plutôt Catherine Parr, qui par son attitude ici va peut-être inspirer ses belles-filles, et c'est ainsi que le métrage débute. Donc se situant dans les derniers, on va dire mois, les dernières années du règne d'Henri VIII, qui revient très en méforme, disons-le, d'une campagne en France. Il est blessé à la jambe, enfin il a un ulcère qui commence à le ronger, et pendant ce temps, dans la première partie du film, 20-30 minutes, on ne voit que la reine, si on veut, l'épouse du roi, Catherine Parr, qui fait sa petite vie en tant que régente et qui va de temps en temps rencontrer une prédicatrice, Anne Askew, très radicale, aux idées grosso modo calvinistes, pour faire simple, protestantisme au sens large. Et visiblement, bon, elle connaît bien Catherine Parr parce que ça a été une de ses dames de compagnie et tout. Et Catherine, à son contact, se sent peut-être investie d'une mission avec son rôle important. Faire changer le roi d'avis sur la religion ou se débarrasser de celui-ci, lui qui n'a pas hésité à plus ou moins évacuer, enfin de façon directe ou indirecte, parfois c'est le destin qui s'en est occupé, ces 5 femmes précédentes. Et donc on va suivre le début du jeu de la reine, si on veut, qui va tenter de faire imposer certaines choses ou de s'imposer elle-même surtout dans une cour où on le sait, elle risque à tout moment d'être remplacée et donc évacuée par la mort. Parce que c'est un peu ambigu là-dessus, c'est pas forcément une histoire de tentative de coup d'État du tout, mais c'est plutôt pour nous mettre en avant, on va dire, une femme intelligente qui a dû un petit peu se faire elle-même, malgré le patriarcat et surtout la toxicité absolue d'un mari très cruel et violent. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, figurez-vous. Il s'agit d'une réalisation d'un Brésilien nommé Karim Aynouz, qui propose ici son premier long métrage en langue anglaise. Lui, qui a fait des choses plus autoristes, quelques documentaires, c'est presque étonnant de le retrouver dans un film d'époque. Oui et non, car il y a une tentative ici, assistée de ces scénaristes, qui sont 2 femmes, par rapport à un roman, une novélisation, je ne sais toujours pas si c'est l'un ou l'autre, mais qui a été aussi écrit par une dame. Voilà, il tente de distiller quelque chose, et dès le début, les propos sont clairs. C'est presque maladroit tant c'est frontal, qu'on aurait aimé le voir se distiller petit à petit sous nos yeux, mais il y a un texte qui nous dit que souvent l'histoire, elles sont faites par les hommes et la guerre. Ici, il n'y a pas de guerre, et on n'est pas du point de vue d'un homme, puisqu'on suit le destin, la trajectoire de Catherine Parr, et on voit tout de ses yeux. Pratiquement, il y a des scènes qui sortent un petit peu de son point de vue, notamment vers la fin, mais j'en dis pas plus. Et forcément, ça nous met ici en position de non-réalité historique sur certains points, notamment justement sur cette conclusion. Je ne vais pas en révéler plus là-dessus, mais historienne, historien, si vous écoutez ce podcast et que vous voulez voir le film, n'attendez pas à certaines exactitudes, si ce n'est peut-être dans le comportement d'Henri VIII quand même, mais tous les personnages autour de lui, ses enfants, ainsi que les frangins Seymour qui sont toujours là, eux qui ont vu leur sœur mourir, mais avoir un fils, le seul fils héritier avec Henri VIII, Édouard, qui régnera très peu d'ailleurs au passage, mais voilà, on va surtout se centrer donc sur Catherine et ses 2 belles filles, c'est très important, enfin une en particulier, parce que certes, il y a Marie Tudor qui sera la première reine régnante,
voilà, fille de Catherine d'Aragon et tout. Mais c'est surtout Élisabeth, dont on entend la voix off, qui deviendra la grande Élisabeth Ier, qui a régné pendant plus de 40 ans, et son regard est très important à un moment clé du film. Tellement clé que... voilà, je dis pas où ça se situe, mais bon, c'est assez évident. C'est un film donc pour mettre en avant des femmes qui, à l'époque, étaient étouffées et qui n'avaient pas leur mot à dire, mais qui réfléchissaient sur le plan théologique notamment, avec peut-être une forme de religion plus tolérante. Bon, après, à voir hein, ce que vous en pensez, vous, catholicisme, anglicanisme, donc instauré par Henri VIII, qui s'est séparé de Rome parce que bah, il faisait des choses pas très sympas avec ses femmes, grosso modo, c'est plus ou moins ça, pour pouvoir divorcer. Et le protestantisme à côté, qui évoque plus de liberté potentielle, et surtout, qui met la religion directement entre le peuple et Dieu, là où Henri VIII se pose comme le lieutenant de Dieu, il le dit à 2-3 reprises, et son gardineur, là, évêque, c'est pareil. Ils veulent pas que les gens soient trop proches du Seigneur, ils veulent contrôler, on va dire, les croyances et la parole de celui-ci. C'est dit aussi à travers ces histoires de messe ou de Bible en latin que bah, les réformateurs aimeraient voir en anglais, forcément, pour que le peuple ne soit pas trop paumé. Et il y a tout cela donc qui se met en place entre fausses conspirations, surtout pression toxique. On le voit quand Harry VIII revient, il regarde sa femme d'un œil qui est très cruel, mais qui la surveille tout le temps et ne la laisse jamais respirer. Il y a des scènes évidemment horribles qui oscillent entre viol et pression psychologique. Oui, oui, il y a un moment même de la violence frontale et ça fait très mal. Hein. C'est un film qui se veut à portée contemporaine et moderne. Et on en revient à cette mouvance de métrage actuelle qui se situe quelque part dans l'histoire, un peu dans le passé, mais qui modernise leurs propos. Et avec toujours des créatrices derrière. Alors ici, pas la réalisation, mais au moins au scénario. C'est intéressant. Après, La jeune fille et les paysans. D'ailleurs, j'y suis revenu récemment sur La septième illusion en duo, hein, sur ce film très marquant ou La nouvelle femme, voilà. Bon bref, je vais pas refaire le laïus que j'ai pu faire justement dans ma vidéo sur La jeune fille et les paysans. Alors là, c'est peut-être un peu moins marquant parce que plus classique. Malgré donc les choix de changer peut-être certaines formes de réalité, il y a ce début, il y a cette fin, mais on reste quand même engoncé dans ce qui est une forme d'académisme dû au style de film. Je pense quand même que Karim Aynouz a eu peur de trop faire et ne s'est pas suffisamment lâché, tant et si bien que, à part certaines scènes donc de terrible violence ou de confrontation, qui laissent d'ailleurs la part belle des interprétations d'acteurs-actrices remarquables, hein. Évidemment Jude Law en tête, parce qu'en Henri VIII, là, on l'attendait au tournant et il est assez brutal, mais aussi Alicia Vikander, qui, sans forcer, parvient à faire vivre son personnage, et on voit donc ses dilemmes peut-être aussi, et c'est peut-être trop sage en fait, par moments on aimerait qu'elle le soit un peu plus, rentre dedans, elle peut pas vu sa condition certes, mais ouais, bon, oui, notamment sa relation qui intervient avec Thomas Seymour qui sera son mari après la mort d'Henri VIII, hein. Ouais, c'est un peu gentillé, et les frangins à la fin, ils arrivent un petit peu, on va dire, la fleur au fusil. C'est pas forcément très utile d'ailleurs de sortir du point de vue de Catherine Parr pour nous les présenter là à côté, à hésiter à quoi faire, à sauver leur réputation, leur nom ou à sauver Catherine. Ouais, je suis moins convaincu sur ce point-là, mais bon. Il y a quelques à côté intéressants où on prend le temps de voir la vie de la cour, avec le bouffon là, qui arrête pas de danser, de se déguiser, voir comment Henri VIII n'hésite pas à ridiculiser sa femme devant tout le monde. Il y a une scène horrible où il va carrément essayer de séduire une jeune courtisane là. Mais ça, très très bonne scène en soi parce que Catherine Parr justement retourne la situation et ridiculise en retour cette courtisane en la faisant chanter avec sa voix de crécelle. Oui, il y a des petits moments comme ça qui sont super bien trouvés, mais quelque part quand même aux 2 tiers du temps ça flotte un peu. Cependant, ça reste très plaisant et intéressant dans le message. C'est quelque chose qu'il faut voir, alors sans avoir trop l'histoire des Tudors en tête, si vous avez vu la série et tout, oui, bon, c'est pas forcément dans le même développement non plus, mais moi je trouve ça pertinent de nos jours de sortir un film historique qui a cette portée actuelle et qui en dit long aussi sur le comportement aussi de certains hommes influents, et pas que influents, sur certaines femmes qui ne demandent qu'à se libérer. Donc, oui, allez le voir, Le Jeu de la Reine, c'est pas forcément le film de l'année, mais ça mérite le coup selon moi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, on en discute, et je vous dis à la prochaine, ciao.